Ce que j'avais remarqué au fond, c'est que la transmission est utilisée un peu comme un slogan. Enfin, le mot est utilisé comme un slogan. Quel politicien, quel éducateur, quel parent peut-être aussi, etc., ne dit pas il faut transmettre. Mais transmettre quoi, comment, qu'est-ce que c'est? Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Michel Gad Volkovitch, bonjour et bienvenue sur Studio Kalita. Bonjour Cathy Choucroune, merci à vous et à Liana de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors vous êtes Shana professeur. Tova tout de suite à tout le monde. Shana Tova, exactement. On va commencer par les bonnes choses. Donc vous êtes professeur en psychopathologie fondamentale et vous avez dirigé la rédaction d'un ouvrage avec plus de 60 intellectuels, collection Chibolette, intitulé La transmission en question. Alors, évidemment, c'est un livre qu'on peut trouver depuis une dizaine de jours en librairie et on voulait savoir si en cette période troublée que nous vivons tous, cette perte de repères, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'aborder en profondeur ces questions liées à la transmission ou c'est un projet de longue date ? Écoutez, c'est un projet de longue date et c'était présent un peu dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec Chibolette. Alors ce livre est d'abord le fruit des actes d'un colloque qu'on a fait à Tel Aviv pendant 3 jours en avril et mai 2018 avec effectivement une cinquantaine d'intellectuels, d'auteurs, de praticiens. Je précise que le sous-titre du livre, comme ça a été le cas au colloque, est en hommage à Michael Bartzfi et Raphaël Drey, mes amis, nos amis, qui nous manquent toujours et qui étaient, je crois, vraiment des acteurs fondamentaux justement de la question de la transmission. Donc c'est un projet qu'on a depuis longtemps. Bien sûr que les événements, la pandémie, les manques de repères, les confusions des discours actuels ajoutent à l'importance de ce thème. La transmission, ce que j'avais remarqué au fond, c'est que la transmission est utilisée un peu comme un slogan. Enfin, le mot est utilisé comme un slogan. Quel politicien, quel éducateur, quel parent peut-être aussi, etc., ne dit pas il faut transmettre. Mais transmettre quoi, comment, qu'est-ce que c'est? Et c'est au fond ce qui nous a interrogés parce que c'est d'abord un processus qui nous échappe. C'est un entre-deux. Intergénérationnel, intersexué, interpensé, etc., qui est un processus et non pas un objet. Bien sûr qu'on a le désir de transmettre des valeurs, on a le désir de transmettre une pensée, on a le désir de transmettre une histoire, mais on sait que ça nous échappe et que ça se passe pas exactement comme on voudrait. Et j'allais dire heureusement que ça nous échappe, c'est la condition même de la transmission. Alors justement, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous avez tenu à aborder les aspects, on va dire, des aspects multidisciplinaires. Il y a des gens de tout univers confondu. Enfin, c'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de la façon dont vous fonctionnez chez Chibolette ? Le fondement même de Chibolette a été de réunir des auteurs, des praticiens, des intellectuels, des universitaires de toutes les disciplines, parce qu'on s'est bien aperçu, et Raphaël Drey en était un exemple, je crois, il l'a bien explicité, on est dans une période très complexe où on ne peut pas rester uniquement dans notre science, dans notre champ d'études, dans notre champ de recherche. C'est nécessaire d'approfondir évidemment nos recherches, nos connaissances dans notre champ, mais on a besoin aussi de sortir de nos chapelles, de nos églises, de nos champs habituels pour partager des réflexions, croiser des regards, partager des réflexions, des recherches, réétrangériser notre langage pour aborder des choses de façon inédite qui sont des choses extrêmement complexes. Donc effectivement, Chibolette réunit régulièrement des psychanalystes, des philosophes, des spécialistes de la pensée juive, des artistes, des écrivains, des juristes, des historiens, des analystes des médias, des idéologies, des discours, etc., etc. C'est, je crois, tout à fait nécessaire et c'est vrai Chibolette réunit un plateau tout à fait unique de chercheurs de référence qui ont besoin de cette démarche et qui sont extrêmement fidèles. Et pour aborder la transmission, je crois, entre autres, que c'était absolument nécessaire. La transmission, au fond,
on peut en parler qu'en creux, qu'en négatif, c'est-à-dire on peut en parler qu'en disant, voilà, on peut l'associer à la question d'identité, à la question de l'appartenance, à la question des marqueurs civilisationnels, etc., etc. Donc pour tout ça, et ça engage, vous voyez bien, le droit, enfin ça engage des disciplines multiples dont on a besoin, encore une fois, pas avec l'idée qu'on va construire une sorte de pensée résolutive, totalisante, qui va faire une synthèse de tout ça. Au contraire, je crois qu'au contraire, il faut délier la pensée et, et permettre des pensées très larges et qui vont se confronter les unes avec les autres pour que chacun, au fond, se construise quelque chose avec ce concept, encore une fois, qui est vivant pour chacun d'entre nous. Alors justement, on va dire que la crise de la civilisation que nous traversions, la résurgence de l'antisémitisme, les positions très extrêmes, que ce soit au niveau religieux ou autre, vous pensez que c'est une faille de la transmission qui a amené à ce genre de comportement et aux pertes de repères? Alors, je dirais pas que c'est une faille, je pense que c'est une conception. Quelqu'un me demandait il y a quelques jours, au fond, me faisait remarquer la transmission est au cœur de la pensée juive. Elle est importante pour la pensée juive. Et je disais, non seulement elle est importante, mais elle est au fondement même de la pensée juive. Elle est au fondement même de l'identité juive. C'est ce que Freud développait d'ailleurs, surtout dans son texte L'homme Moïse et la religion monothéiste. La transmission dans la pensée juive, elle se fait selon des modalités particulières qui sont des modalités anti-idolâtres, anti-narcissiques. Je rappelle très vite comme ça que, au fond, ce que dit Freud, c'est les Juifs se sont rassemblés autour d'un fond commun, et ce fond commun, il se construit à partir d'une identification particulière à Moïse, c'est-à-dire le fils le plus important qu'ils ont eu à ce moment-là, mais qui était aussi un père, qui était non divin, une sorte d'étranger, d'ailleurs c'est pour ça qu'il en fait un étranger, pas quelque chose de biologique, pas quelque chose d'une référence comme ça surdéterminée. Moïse a fait un choix, il a choisi son peuple, le peuple a fini par le choisir après bien des hésitations parce qu'il apportait des lois très contraignantes, on en sait quelque chose. Et au fond, c'est une identification à cet homme, à ce grand homme, par intériorisation, c'est-à-dire qu'ils ont intériorisé l'homme sous la forme d'une grande idée, ce qui n'est pas le cas d'autres culture. Et donc, à partir du moment où on intériorise une idée, on peut la conflictualiser, on peut la discuter. On devient responsable de cette pensée, on devient responsable de ce qu'on en fait. Et donc, c'est ce qu'on appelle peut-être avec Beno Gross et puis Raphaël Drey, justement, la liberté responsable. On a un libre arbitre par rapport à ce qu'on a reçu et par rapport à notre héritage. Et c'est même une injonction. On doit dans la transmission, au fond, dans l'idée de la transmission, et si on pense à la pensée juive, en opposition à la pensée antisémite, puisque c'est votre question, l'antisémitisme, on pourrait associer trois injonctions. La première, c'est Zachor, souviens-toi. La deuxième, c'est tu donneras un nom impérissable. Et la troisième, c'est tu choisiras la vie. Et effectivement, la mémoire, Zachor, est quelque chose qui ouvre, dont on comporte. Ce colloque, je vais le rappeler pour illustrer un petit peu ce que je dis. Ce colloque s'est déroulé donc au mois de fin avril, début mai, c'est-à-dire au moment où il y a les célébrations qui rendent hommage d'une part à Yom HaShoah, c'est-à-dire aux disparus assassinés dans la Shoah. Une semaine après, il y a Yom HaZikaron qui rend hommage aux soldats qui se sont battus pour Israël et pour le peuple juif. Et dès le lendemain, il y a Yom Ha'atzmaut, comme tout le monde le sait, le jour de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on passe du deuil, de la tristesse à la joie et à ce que représente au fond la liberté, une liberté encore une fois responsable. C'est-à-dire une liberté singulière mais aussi collective. Et je dois dire que les non-juifs comme les juifs soit qui n'étaient jamais venus en Israël, soit qui n'étaient jamais venus à cette période de ces jours-là, avec ce passage de Yom HaShoah à Yom HaZikaron et à Yom Ha'atzmaut, on est vraiment dans le vif de la transmission. C'est-à-dire que la mémoire n'est pas quelque chose de figé, de mélancolique, une relique, un fétiche. On tomberait dans la perversion d'ailleurs du travail de mémoire avec le devoir de mémoire, qui est devenu une sorte
effectivement d'abstraction qui permet toutes les repentances et toutes les inversions victimaires, mais au contraire, cette mémoire ouvre sur quelque chose. Et d'ailleurs, je le dis souvent avec la phrase de Freud, ce dont tu hérites de tes pères, acquiers-le pour mieux le posséder. C'est-à-dire que tu as la responsabilité de transformer ce dont tu hérites, de le faire vivre. Il ne s'agit pas de le reproduire, de reproduire du même, etc. Et là, on touche à votre question précisément, c'est-à-dire la question de la transmission. Dans le judaïsme, comme dans la psychanalyse, comme dans d'autres cultures probablement, dans une pensée qui investit la transmission comme une transmission de la transmission, c'est-à-dire comme un désir de transmission qui accepte la conflictualisation, qui accepte que les choses bougent, qui accepte que nos enfants vont transformer ce qu'on fait, non seulement qui accepte avec ambivalence, parce qu'on a des fois envie qu'ils fassent pareil, qu'ils reproduisent la même chose, mais en même temps, on est très fiers qu'ils avancent, qu'ils continuent et qu'ils fassent avancer le monde. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils font vivre ceux qui leur ont transmis quelque chose. La transmission de la transmission. Et puis, il y a des cultures, il y a des groupes qui n'investissent pas la transmission de cette façon, mais qui investissent la transmission comme quelque chose qui doit reproduire du même, de l'unique, hein, et qui sont évidemment des cultures totalitaires, des modes de pensée totalitaires, les idéologies totalitaires. Bon, ça a été le nazisme évidemment, le stalinisme, le maoïsme et aujourd'hui l'islamisme reproduisent du même. Et donc, effectivement, ils ne sont pas dans une identification par intériorisation des idolâtres, on pourrait dire. Ils sont dans une identification que j'appelle une identification mimétique. C'est-à-dire que si ils sont confrontés à une altérité, à une pluralité en face d'eux, à d'autres cultures, à d'autres modes d'autres valeurs, d'autres modes de pensée, ils vont, on pourrait dire, non pas s'en inspirer pour en faire quelque chose à eux, éventuellement, ce qui peut les intéresser ou pas dans leur langue ou dans leur culture, mais au contraire, ils vont se l'approprier comme dans une sorte d'incorporation pour la faire disparaître. Et on doit faire disparaître ceux qui en sont les auteurs, on doit se substituer éventuellement pour les faire totalement rayer de l'histoire. Donc on vole les ancêtres, on vole l'histoire de l'autre, etc. On vole les signifiants de l'autre. Et un peuple, effectivement, qui a investi de cette façon-là la transmission, ne sera jamais vraiment un peuple, ne se construira jamais comme un peuple, il sera sans cesse dans la destruction, à la fois de l'autre, mais évidemment dans l'autodestruction. Et je pense que la question de l'antisémitisme est là, c'est-à-dire c'est l'impossibilité de transmettre quelque chose qui nous échappe, alors que c'est justement cet entre deux générations, entre la tradition et la création, entre le singulier et le collectif, entre le surdéterminé et le libre arbitre, etc. Voilà, bien sûr, il y a une transmission vivante. Sinon, on est dans la destruction. Et on peut dire, on est là pour transmettre, on ne transmet pas de la transmission, on transmet que du mimétisme et une idée de destruction, puisqu'on est forcément dans l'envie de ce qui est différent et qui peut marcher mieux, mais on refuse toute responsabilité individuelle et collective de ce qu'on fait et de ce qu'on transmet. Alors, en tout cas, en cette période de fête où on parle beaucoup d'identité juive, de transmission des valeurs, cet ouvrage ne pourra qu'intéresser bien le plus grand nombre, j'en suis sûre. Et de très belles contributions, on peut peut-être en citer quelques-uns parmi ces 60 intellectuels. On ne va pas tous les citer, mais donner quelques noms pour donner envie au plus grand nombre d'acheter le livre. Des noms divers, et je m'excuse pour ceux que je ne vais pas citer, des noms divers de champs différents. On peut citer Pascal Bruckner, Philippe Val, Éric Marty, Cyril Aslanov, Francine Kaufmann, Jean-Pierre Winter, Daniel Sibony, j'en oublie beaucoup. Ils sont 60 de cet acabit-là. Le colloque a été un grand succès. Les textes sont des textes réélaborés, repris. Et le livre est aussi, c'est très important, comporte des illustrations d'artistes. C'est pas simplement pour faire beau, ça fait beau, je crois. C'est des beaux cadeaux de Trabucca, par exemple. Mais ils participent totalement, ils amplifient la pensée. Ils mettent des images, des représentations, en tout cas là où les mots peuvent manquer dans les textes et aux auteurs et aux hommes et aux femmes que l'on est. Là où, comme dit Steiner, on a nous-mêmes manqué aux mots. Donc les illustrations sont superbes, souvent inédites, d'Alain Kleinman, de Fer Lelouch et de Gérard Garouste. Et je pense que ces illustrations ont vraiment leur place dans le travail collectif.
alors il y a d'autres noms qui me reviennent. C'est pas grave, de toute façon, on peut pas tous les citer, mais on a mis la couverture du livre à l'image, ne vous inquiétez pas. Donc, merci beaucoup, Michel Gad-Volkovitch, de nous avoir présenté cet ouvrage. Je répète, la transmission en question, on peut le trouver en librairie, j'imagine aussi sur Amazon. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. En hommage à Michael Barthuis et Raphaël Dresse, très important. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ciao, de rien. Bye bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.